Bonjour, bienvenue sur le podcast Fait Main, le podcast de la communauté DIY, dans lequel je vous emmène rencontrer des entrepreneurs créatifs. Je suis Mélanie Sénat et je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast avec un nouvel épisode chaque samedi. Qu'ils créent avec du tissu, des pinceaux, du papier, de la laine, de la terre, des crayons, ces entrepreneurs créatifs partagent avec nous leur parcours, leur quotidien, leurs doutes, leurs succès et leurs projets. Ce qui a souvent commencé comme un loisir créatif s'est transformé petit à petit en un métier, et découvrir leurs coulisses est un régal pour notre inspiration. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir pour moi de retrouver Anne-Solange Tardy et de partager avec vous notre conversation. Anne-Solange a déjà eu 1000 vies, ou du moins 1000 métiers dans sa vie. Jusqu'en 2020, elle a vécu de son travail d'autrice, elle a écrit plus de 30 livres, et de photographe. Mais 2 années plus tôt, elle a découvert l'aquarelle botanique. Elle s'est alors formée dans l'objectif de transmettre à son tour plus tard. Et c'est ce qu'elle fait aujourd'hui au travers de son club d'aquarelle et de cours d'aquarelle en présentiel. On avait déjà enregistré ensemble au début de l'été 2021, c'était l'épisode 30, et j'ai eu envie de faire ce deuxième épisode avec Anne-Solange car je m'étais régalée la première fois. Cette fois-ci, on parle d'argent, vous savez, ce truc un peu tabou mais qui est pourtant indispensable. On parle aussi du retour de l'écriture dans la vie d'Anne-Solange et de la manière dont elle a évolué dans l'animation de son compte Instagram. Alors si vous n'animez pas un compte Instagram à visée professionnelle, peut-être trouverez-vous qu'on en parle beaucoup, voire trop. Mais en fait, au fil des ans, Instagram s'est imposé comme un levier de communication très puissant et a fait émerger de très belles marques, tous secteurs confondus. Et aujourd'hui, en fait, on se rend compte qu'on est obligé de déployer une énergie folle pour créer du contenu, pour les réseaux, et que la portée n'est pas au rendez-vous. C'est très difficile d'avoir de l'attention. Et c'est pour ça que tous les créateurs de contenu se prennent la tête avec Instagram. Avant de vous laisser écouter, juste 2 mots supplémentaires. Je voulais adresser un grand merci à Marine du compte Mangue Piment, qui est aquarelliste depuis peu mais qui adore ça. Donc je vous invite à aller découvrir son compte et 1000 merci encore Marine pour ton soutien sur Tipeee. Bonne écoute. Bonjour Anne-Solange, je suis très heureuse de te retrouver pour cet épisode 2 ensemble. Bonjour Mélanie, moi aussi, merci beaucoup pour ton invitation, ça me fait super plaisir d'être ici avec toi à nouveau. Je sais pas si on va être aussi bavarde que la dernière fois, mais je me souviens qu'on avait fait un enregistrement vraiment très très long qui avait dépassé, je pense, toutes les prévisions. Exactement, mais et je me souviens, je me souviens parfaitement, c'est mon seul épisode qui fait 2 heures. Et écoute, personne m'a jeté des pierres en me disant mais c'était trop long, mais c'était horrible, t'inquiète pas. Et en plus je me souviens dans le livre tu avais dans le livre Mon entreprise créative que j'ai écrit et qui est sorti il y a quelques mois, j'avais précisé dans l'encart qui t'était consacré, attention, l'épisode est un petit peu long, mais promis, c'est super intéressant. Oh mon Dieu, j'ai un peu honte quand même d'être aussi bavarde. Bon, et tu peux m'interrompre à tout moment, évidemment, je me formaliserai pas, bien sûr. Alors, donc l'épisode qu'on avait déjà enregistré ensemble, c'était l'épisode 30, et on l'avait diffusé en juillet 2020. Donc ça remonte un petit peu. Depuis, il s'est passé plein de choses. Ouais, il s'est passé vraiment plein de choses. J'ai pas réécouté l'épisode, mais en revanche, je me souviens de là où j'étais quand on l'a enregistré. Et le truc que j'ai le plus en tête, c'est un moment donné où tu me parles de la peinture et tu me dis « Ah, et alors la peinture, ça c'est quelque chose qui t'intéresse ?» Et je sais plus, j'ai répondu quelque chose de type « Ah oui, ça m'intéresse, j'ai plein de projets. » Et c'est vraiment fou de penser qu'en 3 ans, il y a eu une révolution tellement importante que j'avais souhaité et qui était prévue. Hein. C'est pas du tout quelque chose qui était pas déjà quelque part dans mon cœur, mais c'était nulle part dans rien de concret en fait. Et oui, là, en effet, en 3 ans, mon quotidien a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup changé. Alors déjà, ton environnement immédiat, parce que tu n'es plus en région parisienne, tu es en Bretagne. Oui, comme tous les Parisiens, hein, finalement. J'ai déménagé hors de Paris. Et j'étais pas à Paris, j'étais en région parisienne et j'habite maintenant en Bretagne. Et c'est vrai que là, pendant que j'enregistre avec toi, je suis les yeux devant mon jardin avec les arbres, les petits oiseaux, tout ça. C'est vrai que c'est un changement d'environnement qui n'a rien d'anodin. Bon, après, on reste toujours soi-même, hein, on trimballe qui on est partout où on va, mais c'est vrai que oui, c'est un changement de vie qui est quand même important. Ouais. Et alors, effectivement, tu avais déjà démarré l'aquarelle botanique, parce que je pense que ce à quoi tu fais référence, c'est quand je t'ai dit, mais alors tu vas en faire quoi, en fait, de ce que tu apprends? Et Exactement. effectivement, tu m'avais dit, je vais le transmettre.
Exactement, c'est ça. Je me souviens que tu m'avais dit en fait, je me souviens avoir répondu, tu avais dû employer le mot hobby et je crois que j'avais rigolé en disant: «Ah oui, alors moi, je suis pas du tout quelqu'un qui a des hobbies. Je sais pas faire, le truc le samedi matin quand j'ai un petit peu de temps libre, quand il y a un truc qui m'intéresse, j'arrive pas trop à circonscrire ça à un espace de ma vie, quoi. Ça prend un peu toute la place». Et là, on ne pouvait pas tomber plus juste, en parlant d'aquarelle parce que vraiment, en effet, ça a pris, absolument toute ma place. Effectivement, toute la place. Effectivement, quand on a enregistré, j'étais en train de commencer le Certificate in Botanical Illustration du Royal, du Jardin botanique royal d'Édimbourg en français. Et ça a été le début, du grand enfin d'une révolution dans ma vie professionnelle. J'ai basiquement arrêté tout ce que je faisais pour me consacrer à l'aquarelle. Et justement, je me souviens aussi avoir écrit dans le petit encart du livre qui te présente que tu as déjà eu 1000 vies professionnelles. Ouais, mais j'espère que c'est la dernière, celle-ci. Franchement, j'espère qu'il y en aura pas d'autres. Vraiment, évidemment, on peut pas savoir et ça sert à rien tu sais, de faire des pronostics ou Ouais. de se fermer aussi la porte à la vie qui peut apporter tellement de choses, tellement plus de choses que ce que nous, on est en mesure d'imaginer. Mais c'est vrai que j'espère que j'aurai la chance et le privilège de pouvoir progresser, pas simplement progresser en termes de performance, mais progresser comme dans le sens d'un chemin qui se termine jamais dans le domaine de l'art botanique tout au long de ma vie. J'espère vraiment que ça fera partie de ma vie tout le temps, toujours. Mm. C'est beau. Et parce que ce qui était avant au cœur de ton activité professionnelle, c'était les mots, c'était l'écriture. Ouais. Ouais. Et j'ai eu le sentiment ces dernières semaines sur Instagram que tu renouais avec ça. C'est fou que tu aies repéré ça parce que oui, c'est vrai que j'ai eu un petit moment de comment on peut dire ça? Je pense que ouais, ces derniers mois, peut-être même plus depuis plus longtemps que ça, c'est vrai que j'ai jamais, eu l'idée je me suis jamais dit: «Je vais renoncer à écrire». Ça n'a jamais été, une décision de ma part, mais c'est vrai que ces dernières années, je n'avais juste pas du tout d'espace pour ça. J'avais tellement de choses à apprendre. J'ai toujours beaucoup de choses à apprendre, mais j'ai quand même traversé une période où je me sentais comme une débutante, et j'étais une débutante, dans un monde où, à mon âge, les gens sont expérimentés depuis 20 ans. Donc j'avais vraiment le sentiment que j'avais quand même une grosse brèche à combler. Et bon, je pense pas qu'on puisse combler une brèche, et puis c'est pas forcément le point, mais en tout cas, je me sentais, moi, avoir tellement de choses à rattraper que j'ai consacré vraiment tout mon temps disponible, je l'ai consacré à peindre et à dessiner. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'ai aussi ressenti le creux que ça me faisait de plus consacrer de temps aux mots, parce que ça pour le coup, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie depuis aussi longtemps que je me souvienne. Donc j'ai euh, j'ai l'impression que c'est une pause qui m'a fait du bien, parce que probablement que j'arrivais aussi à la fin de quelque chose. Ça veut dire, je pense que j'arrivais à la fin de quelque chose sans avoir la moindre idée de comment est-ce que je pouvais enchaîner avec autre chose. Et je pense que j'en suis toujours là d'ailleurs. Et puis bon, j'ai laissé tomber comme ça un petit peu les mots sans m'en rendre compte, sans le vouloir, sans tout ça. C'est juste que écrire, peindre et dessiner ont pris toute la place. Et c'est vrai que ces derniers temps, je me suis dit, en fait, ça me manque trop. Je sais pas comment renouer avec ça. Je sais même pas ce que j'ai envie de dire. Je sais pas ce que j'ai envie de raconter. Mais il faut que je commence quelque part. Et Mm. donc, j'ai décidé de recommencer. Alors, je me sens un petit peu fragile, c'est-à-dire que le fait de ne pas écrire pendant 3 ans, m'a rendue un petit peu comme quelqu'un qui a perdu tous ses muscles. Donc Oui. je me sens comme un petit caneton un peu faible sur mes jambes. Et je trouve que ce que je fais n'est pas éblouissant. Mais d'un autre côté, je me dis, il n'y a pas d'autre moyen de m'y remettre que de m'y remettre. Ouais. Donc voilà. Puis je pense aussi que, alors ça, c'est une toute autre conversation, mais je crois que j'ai accepté les règles du jeu d'Instagram. J'ai accepté que peu importe les retours que j'avais, que j'allais arrêter de me laisser déstabiliser par
cette histoire de like, plus de like, de reach, enfin voilà. En tout cas, que j'allais essayer de prendre de la distance par rapport à ça et de pas avoir le sentiment tout le temps de prendre de plein fouet le sentiment que je pense toutes les personnes qui publient des choses sur les réseaux sociaux ressentent, qui est que pendant un moment, on leur accordait de l'attention et qui donc se questionnaient pas trop sur la valeur de ce qu'ils partageaient et qui aujourd'hui, avec cette attention qui baisse, se sentent en perpétuelle inquiétude de est-ce que ce que je dis maintenant c'est nul quoi? Est-ce que ça a plus aucun intérêt? Est-ce qu'il faudra pas que je me taise du coup? Parce que si ce que je raconte ça n'a aucun intérêt pour personne, autant ne pas en parler. Alors qu'en fait c'est aussi beaucoup une question d'algorithme et de choses qui nous échappent complètement. Et je pense que ça m'a pris longtemps. Ça a été une étape. Moi j'ai trouvé que c'était vraiment difficile d'avoir le sentiment d'avoir créé une communauté et de disparaître des radars de cette communauté sans pouvoir se dire comme on se le disait avant quand on écrivait un billet de blog qui ne marchait pas, par exemple, ou qu'on faisait une publication sur les réseaux sociaux qui ne rencontrait que de l'écho, où on pouvait assez simplement, avec plaisir ou déplaisir, mais se dire « Ok, ce que j'ai écrit là, ça rencontre pas son public, ça parle pas aux personnes qui me suivent, et bon, rideau, on essaiera de faire mieux le lendemain et puis de tirer les leçons de est-ce que peut-être il y a quelque chose qu'on pourrait faire mieux ou pas, ou est-ce que la création c'est ça aussi, hein, des fois on fait des trucs et ça n'intéresse que nous et c'est ok. À ce nouveau fonctionnement où finalement, oui, il y a une petite part de quel est le degré d'intérêt que rencontrent nos publications, mais il y a aussi tout un tas de calculs qui nous dépassent complètement et qui sont pas du tout en lien avec la qualité de ce qu'on propose. Parce que, pour plein de raisons, je sais pas moi, si vous êtes quelqu'un qui adorait écrire et qui n'aimait pas faire de la vidéo, ces 2 dernières années, vous n'étiez pas très favorable. Et ça veut pas dire que ce que vous faites est moins bon ou moins intéressant ou moins vivant ou moins susceptible d'intéresser un auditoire que d'autres personnes qui ont les clés du montage vidéo et qui en plus adorent ça. Parce que il y a aussi cette dimension de moi pendant 2-3 ans, je me suis sentie et je me sens toujours, moi quand je fais des vidéos, ça ne m'intéresse pas du tout. C'est une corvée. Donc c'est essayer de trouver comment se positionner entre ça j'ai l'impression qu'il faut le faire parce que ça me paraît nécessaire, mais aussi réussir à essayer de retrouver un intérêt personnel à faire les choses, parce que moi vraiment je peux pas passer des heures sur les réseaux sociaux si j'y vois pas à un certain degré quelque chose d'enthousiasmant. Et d'ailleurs c'est comme ça que ça marche, les réseaux sociaux qui marchent bien, c'est les gens qui ont plaisir à les utiliser, qui font des trucs qui marchent bien. Ça se voit, les gens qui s'amusent avec les réseaux sociaux généralement ont des communautés plus actives et donc qui réagissent plus et donc avec des messages qui passent mieux. Et je pense que après 2 années vraiment à me sentir complètement perdue en fait avec ces nouvelles règles, submergée de nouvelles choses à devoir faire tout le temps, à devoir réapprendre un peu la roue tous les 6 mois. Je pense que j'ai commencé à me dire en fait, tu sais quoi? Tu fais comme tu peux, tu fais à ta façon, tu fais à ton rythme et on verra ce que ça donne. Ouais. Et en me fixant un peu aussi, comme ce que toi tu disais tout à l'heure sur le rythme des podcasts, où tu te disais, là, mon engagement avec moi-même, c'est un épisode par semaine. Là, mon engagement, ce serait de parvenir à 2 publications par semaine sur mon compte personnel et 2 publications sur mon compte dédié à l'aquarelle et à l'apprentissage de l'aquarelle. Et j'y suis pas encore, mais en tout cas, c'est mon engagement personnel. Et au sein de ça, ma recherche, c'est d'essayer de faire des choses qui me correspondent. Et donc, dans ce cadre-là, je me dis, je me remets à écrire les choses qui me font plaisir d'écrire. Et puis ça vit la vie que ça va. Oui, ça vit la vie que ça aura. Ouais. Et puis, il y a une autre chose qui m'a aidée à me... Bon, c'était pas ta question, mais je le dis quand même parce que je me dis que ça pourra peut-être parler à d'autres créatrices et créateurs, qui m'a aidée à me détacher de ça, c'est que j'ai un compte. En fait, je suis famille d'accueil pour chats. Je participe à une association de protection animale et donc, avec mon mari, on héberge des chats de temps en temps, le temps qu'ils trouvent une famille adoptive. Et ce compte est un tout petit compte. Il y a, je crois, 1000 et quelques abonnés. Mais par contre, ce compte cartonne. C'est-à-dire que dans mes stories,
la moyenne de vues des stories il y a 1300 abonnés, je crois. Je crois que les stories sont vues en moyenne par 8 à 900 personnes. Ce qui est énorme, oui. Alors, ce qui est énorme, moi, je peux te dire qu'il est déjà arrivé que mes stories à moi sur mon gros compte où il y a 40 000 abonnés ne soient pas vues par 900 personnes. Donc, c'est vraiment énorme. Et, enfin, en tout cas, la différence est vraiment importante. Et je ne respecte aucune règle d'Instagram. Je publie quand j'en ai envie. Je peux ne publier pas pendant 3 mois parce que j'ai pas de chat en accueil et donc j'ai rien à dire. Je ne m'efforce pas de faire des choses qui me gonflent comme mettre des stickers machin, des stickers trucs. Je fais juste les trucs comme ça m'amuse, comme j'y pense, comme les gens, enfin, comme ce que je sens aussi que les personnes qui me suivent, ce à quoi elles réagissent et tout ça. Évidemment, si j'ai en tête des questions de type, à votre avis, de quelle couleur va être ses yeux pendant que c'est le moment où le chaton a les yeux qui changent de couleur. Ça, c'est des trucs où parce que en fait, c'est des choses où en vrai, dans la vraie vie, ce serait marrant de jouer à voter autour d'une table et voilà. Ouais. Mais globalement, vraiment, je ne m'astreins à rien du tout. Et ce compte cartonne. Donc, je me suis un petit peu dit, en fait, on va arrêter de suivre les règles, enfin, d'essayer de suivre des règles qui sont trop importantes pour moi. On va essayer de nouveau de s'amuser un peu. Bon, voilà, c'est le début. On pourra se reparler dans 3 ans si les réseaux sociaux existent encore pour voir ce que ça aura donné. Mais c'est un petit peu ce que j'essaye de me dire à ce sujet. Et du coup, voilà, c'est vrai que tout ça mis ensemble, je pense aussi que le fait que je me sente un petit peu plus légitime désormais en tant qu'aquarelliste, que je commence à peindre des sujets qui sont vraiment personnels. Je commence vraiment à savoir comment j'aime peindre, ce que je veux peindre, dans quel cadre j'ai envie de le faire. Et du coup, j'ai de nouveau un peu plus d'espace pour raisonner comme une artiste plutôt que comme une élève, en fait. J'ai de nouveau un petit peu de liberté. Oui, c'est l'expérience, toutes ces années d'apprentissage qui permettent aujourd'hui de lâcher un peu prise sur certaines choses aussi. C'est ça, en fait, c'est quand on s'est rencontrés, moi je me sentais vraiment comme une élève, c'est-à-dire... tu passais l'examen, enfin tu te préparais à l'examen, t'étais dans cette démarche-là. Exactement. Et on est toujours en apprentissage perpétuel. Alors l'aquarelle, vraiment bien malin celui qui dit alors moi c'est bon, l'aquarelle je maîtrise. Bon, très bien. S'il y en a parmi vous, je suis intéressée à vous connaître, savoir comment vous avez fait et c'est quoi votre parcours. Mais voilà, je pense que de toute façon la démarche artistique c'est une démarche d'apprentissage et de découverte permanente. Mais quand même pendant quelques années, j'avais vraiment tout à apprendre et puis surtout en tout cas, par rapport à ce que moi j'ai envie de faire en tant qu'artiste, j'avais beaucoup de choses à apprendre. Ça, voilà. Évidemment, il y a plein de manières d'être artiste et je suis pas convaincue que tout le monde ait besoin d'en passer par un temps d'apprentissage un peu scolaire, mais moi, clairement, c'était ce dont j'avais besoin. Et je pense que maintenant que je commence à respirer un peu, à me dire, bon, ça y est, là, j'ai à peu près les outils dont j'ai besoin pour pouvoir avancer sur le terrain artistique. Et la partie artistique reprend un petit peu le dessus. Et c'est vrai que ça me fait vraiment plaisir. Et une des choses dont on avait parlé aussi pendant l'épisode, et si je fais le parallèle avec le livre, en fait, c'est dans cette partie-là que j'ai, dans cette thématique argent, que j'ai intégré ton encart. Parce que ça m'avait beaucoup marqué quand tu m'en avais parlé. Tu m'avais dit, moi j'ai besoin d'avoir, enfin j'ai été sereine par rapport à cette question de l'argent. Est-ce que je vais réussir à vivre de ma passion pour les différentes activités créatives? J'ai besoin d'avoir 1 an de revenus en épargne pour que tu sois zen sur ce sujet-là. Aujourd'hui, c'est toujours le cas. T'es toujours dans cette optique-là? Ah oui, complètement. Ouais. Complètement, même si c'est sûr que de redémarrer une activité de zéro, évidemment, c'est sûr que ça crée de la tension financière. Ouais, voilà, c'est pas confortable du tout et ça crée de la tension financière. Mais je pense que malgré le fait, je pourrais regarder mes comptes d'il y a 3 ans, mais je pense que pourtant on a déménagé, acheté une maison, fait des grosses dépenses. Il me semble que j'étais à peu près au même niveau d'épargne que aujourd'hui, peut-être même que j'ai progressé un petit peu. Et je suis toujours, oui, en fait, alors peut-être que
Tout le monde, évidemment, fonctionne pas pareil, mais moi, je pense que je fais vraiment partie des gens très, très, très angoissés à l'idée de manquer d'argent. Vraiment, c'est quelque chose qui me fait très, très peur de me retrouver avec des dettes ou avec des choses comme ça. Et je me sais quand même un peu incapable de raisonner, de penser à autre chose si j'ai ça en perspective. Et je pense que ça, le fait d'être obsédée par l'idée de remplir ses caisses me semble pas tellement compatible avec une démarche artistique parce qu'on a besoin d'un peu de liberté, d'un peu de temps, d'un peu de tout ça. Donc, avoir de l'épargne, c'est d'essayer de la maintenir, de faire attention à ça. Moi, c'est un moyen que j'ai trouvé pour justement mettre de la distance avec cette inquiétude qui est toujours présente quand même. C'est pas parce que j'épargne que j'ai pas cette inquiétude, parce qu'une année de revenus, si vous avez un problème de santé, quand vous êtes indépendant, ça part très très vite. J'en ai fait l'expérience. Ça, c'est exactement ce dont on a besoin. Donc c'est pas non plus un parachute de sécurité énorme, mais en tout cas moi c'est ce qui me permet d'avoir d'avoir une petite distance pour pas être tout le temps dans juste la quête de m'assurer que je vais avoir assez d'argent à la fin du mois, quoi. Oui, c'est ça. Alors, je me permets d'en reparler parce que souvent, on parle pas beaucoup d'argent dans le podcast parce que moi, je sais que c'est des sujets qui peuvent être un peu tabous, etc. Mais voilà, comme on en avait parlé, je voulais rebondir dessus parce que le week-end dernier, fin septembre, donc fin septembre, j'étais au Salon Créatif à Rouen. Et j'ai rencontré plein de, ce que j'espère, des futurs auditeurs, des futures auditrices, et aussi des personnes qui avaient en projet, ou du moins des envies assez fortes d'entrepreneuriat, de se mettre à leur compte, de développer une activité créative. Donc voilà, moi c'est un sujet que j'adore, donc forcément on a beaucoup papoté avec ces personnes-là, et il y a des situations qui sont pas confortables à quitter pour se lancer. Moi, je suis partie d'un emploi salarié, mais je suis partie avec une rupture conventionnelle. Donc, j'ai Pôle emploi qui me soutient. J'avais beaucoup aimé Louisa d'Ectomorph qui avait employé ce terme, et ça m'avait un peu paru incongru à l'époque, mais incongru, je sais pas si c'est le bon terme, mais j'avais trouvé, ça m'avait étonnée, voilà. Et effectivement, je le prends aussi comme ça, en me disant, voilà, j'ai ce soutien de Pôle emploi. Donc, j'estime que je suis partie dans des conditions très confortable, avec des enfants un peu grands, un appart qui est payé, etc. Donc, je sais ce que ça fait d'être dans une situation plus confortable qu'une autre. Et j'ai notamment des personnes avec lesquelles j'ai discuté et qui me disaient être, par exemple, fonctionnaire. Alors voilà, sécurité de l'emploi, tout ce qu'on veut, sauf qu'en fait, les ruptures conventionnelles sont très peu possibles. C'est des personnes aussi qui n'ont pas vraiment accès à leur CPF pour se former, parce que voilà, ça fonctionne pas comme dans le privé. Et finalement, j'ai trouvé tout un tas de situations qui étaient voilà, pas confortables pour se lancer. Et je me dis, qu'est-ce qu'il faut encore comme courage supplémentaire, comme dose de motivation et de conviction pour arriver à se lancer dans ces conditions-là. Et même une personne qui était malade, qui avait la sclérose en plaques, et qui savait que dans quelques temps, dans quelques années, elle sera en fauteuil. Et j'ai trouvé ça, tu vois, ça m'a beaucoup émue de me dire, en fait, c'est des personnes autour de nous, il y en a plein sans doute qui ont des envies de se mettre à leur compte, quelle que soit l'activité, mais finalement, à cause de l'argent, ne peuvent pas. C'est finalement comme si c'était un truc assez basique, quoi. Mais du coup, à cause de cette d'un truc qui n'est pas un détail, finalement, ça influe beaucoup sur l'avenir professionnel. Voilà. C'est sûr, de toute façon, c'est certain, il y a vraiment pas de justice dans ce domaine, parce que comme tu dis, je suis d'accord, il y a des situations qui sont beaucoup, beaucoup plus compliquées que d'autres, mais à plein d'égards, parce que là, on parle de situation professionnelle, mais comme tu disais, il y a aussi les situations familiales, il y a ta situation de santé, il y a énormément d'éléments qui peuvent rendre plus ou moins favorable le démarrage d'une
d'une entreprise comme celle-là. Je me souviens, il y a quelques temps, je sais plus où et dans quelles circonstances, j'ai entendu une phrase qui m'a beaucoup fait rire. Rire un peu jaune, mais rire quand même, parce que j'ai trouvé qu'elle était vraiment littéralement vraie. Enfin, c'était vraiment comme ça que ça se passait. Ça disait en gros, quand les avocats, les notaires, les médecins se retrouvent à dîner autour d'une table, ils parlent tous d'art, et les artistes se retrouvent à dîner autour d'une table, ils parlent tous de thunes. Et je pense que c'est vrai. C'est vrai que ce qui est certain, c'est que, alors bien sûr qu'il y a des tas d'artistes qui cartonnent, mais il y a quand même une précarité. D'ailleurs, il y a quand même une précarité qui fait que quand même les personnes qui gagnent bien leur vie de leur travail artistique se sentent quand même toujours fragiles sur ce thème. Et donc, la question d'argent, elle est centrale dans la vie des personnes qui produisent des œuvres de toutes sortes. Elle est centrale parce qu'elle est jamais acquise de manière durable, quoi. Contrairement, par exemple, à un fonctionnaire où on peut se dire, bon, bah là, si je fais mon travail correctement, je rentre mes sous. Non, les artistes, ils peuvent pas du tout se dire ça. Il y a beaucoup trop de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Et du coup, je pense que oui, la question de l'argent dans le choix de se lancer dans une activité créative, elle est absolument centrale, bien sûr. Ouais. Centrale parce qu'elle est à tous les niveaux de comment est-ce qu'on va se lancer et dans quelles circonstances, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour se lancer. Et centrale ensuite parce que elle est le socle sur lequel on peut construire quelque chose, quoi. Ouais, mais ouais, c'est clair. Bah, ça me rend triste, tu vois, pour toutes ces personnes qui sont malheureuses dans leur travail et qui finalement ont pas vraiment, c'est pas d'opportunité, mais qui voient pas par quel bout en sortir. Ah oui, Et bien sûr. voilà, enfin j'ai pas de solution, hein, mais et puis c'est pas très gai, mais enfin en gros du coup je me disais mais enfin c'est un peu le mot que t'as employé, c'est injuste, enfin bon, comme plein de choses dans la vie tu me diras. Mais bon. Non, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est bien sûr que moi aussi, je suis forcément touchée par ça parce que je sais à quel point une vie professionnelle qui correspond pas à nos aspirations, ça peut être difficile à vivre. Donc vraiment, j'y suis sensible, comme toi aussi. Ce que je crois qui est vraiment fondamental, c'est que, en tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'il faut essayer de préparer les choses du mieux possible et de les préparer bien. C'est-à-dire, moi, vraiment, la vision de l'artiste qui pense pas à la question financière, je la trouve vraiment très, très, très... Déjà, je la trouve fausse parce que je crois pas qu'il y ait aucun artiste qui fonctionne bien le fasse dans l'inconscience de ses finances. Et quand c'est pas lui qui est conscient de ses finances, c'est parce qu'il a un compagnon, une compagne, ou bien un agent, enfin n'importe qui, en tout cas quelqu'un qui s'en occupe à sa place. Mais il n'y a pas de réussite dans ce domaine qui se fasse dans l'insouciance financière, quoi. Ouais. Bon, après, comme tout le monde, hein, quand on me pose la question, des fois quand je suis invitée dans un podcast, je réponds, mais je suis pareil, je suis pas passionnée par les finances. Hein, je veux dire, c'est pas non plus un sujet que j'adore moi-même. Hein, j'essaye juste de me sentir le plus protégée possible, moi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ma façon de faire. Mais bon, je suis bien obligée aussi de dire que je vis avec un homme qui, lui, est salarié depuis de nombreuses années, qui a des compétences qui travaille dans un secteur où a priori on a besoin de ses compétences, qui du coup lui n'a pas une trop grande pression de est-ce que je vais avoir du travail, est-ce que je vais pouvoir garder mon métier, mon salaire. Donc toutes ces choses-là, elles influent évidemment. Hein. Si j'étais dans d'autres circonstances, peut-être que j'aurais pas tout à fait le même discours non plus. Donc on parle tous à partir de nos propres circonstances, hein, bien sûr. Ouais, c'est ça. Donc voilà, ne nous en veuillez pas si effectivement, je sais, enfin, je me dis, chacun en expliquant un petit peu ses situations personnelles, finalement, pourrait se dire ah bah oui mais c'est trop facile, etc. Donc c'est vrai qu'on a toujours un peu en tête ça, typiquement de se dire, bah, c'est exactement ce que tu disais, si la situation au niveau de la santé
est pas génial, et ben voilà. Si on est parent solo, ou si effectivement les deux personnes qui peuvent apporter des revenus au foyer sont dans des situations précaires, ou en tout cas n'ont pas des revenus stables, effectivement ça joue beaucoup aussi, hein, c'est certain. Donc en tout cas, j'aime bien ce que tu disais, il faut préparer ça. On peut quand même assouvir une partie de ses envies créatives, de montrer ce qu'on sait faire. Ça, on peut le faire sur son temps libre, même si on quitte pas son travail. Et d'ailleurs, c'est la plupart du temps ce qui se passe, hein. Les personnes font quand même les deux activités. Par exemple, une activité plus rémunératrice qui fait vivre financièrement, et puis l'autre sur laquelle on s'éclate. Et puis à un moment donné, dans l'idéal, les deux se rejoignent et ne font plus qu'une seule vie. Mais exactement, de toute façon, je pense que ça, c'est vraiment la manière de faire. C'est-à-dire, ça aurait pas non plus beaucoup de sens, j'ai l'impression, de se lancer dans une activité sans avoir validé un petit peu au préalable que cette Ouais. idée avait de l'avenir, quoi. Et ça, pour le valider, bah, ça suppose de faire au moins des petites choses, quoi, avec le temps dont on dispose, évidemment. Hein. Quand on a un travail à plein temps, on n'a pas énormément de temps libre. Mais oui, je pense aussi que de toute façon, c'est ça le chemin. En général, c'est de d'abord voir, et puis au bout d'un moment, quand le temps libre ne suffit plus pour pouvoir continuer à faire grandir et croître notre projet, bon, bah là, ça peut être le moment d'essayer de voir comment aménager les choses autrement. Bon, alors toi de ton côté, on referme la parenthèse argent pur, voilà, qui était en fait un clin d'œil à ce qu'on s'était déjà dit il y a 3 ans. Aujourd'hui, donc, toi, ton activité, donc, elle est centrée autour de l'aquarelle, de l'apprentissage de l'aquarelle. Donc, tu continues. Alors, tu as créé les cours, tes propres cours, dans un club d'aquarelle. Ouais, exactement. Je me souviens qu'on avait parlé du club dans cet épisode-là. Je sais plus, je crois que c'est toi qui avais Ah ouais? émis cette idée du nom club. Ouais. Ah, c'est marrant, je m'en souviens pas du tout. C'est Ouais. Et donc tu fais donc tes propres cours chez Adeline Clam aussi, à Paris, dans sa boutique. Ouais, et aussi à Vannes, Oui, chez Make, à ouais. Vannes, ouais. Et puis aussi avec une retraite, c'est ça, tu as Oui, fait une retraite, tu peux nous en dire plus? absolument. Ah oui, c'était génial. J'ai fait animé une retraite créative. Alors on pourrait appeler ça un stage, hein, d'aquarelle, et c'était ça, en fait. C'était un stage d'1 semaine, où on était dans le lieu magnifique de Parenthèse, qui est un village de tiny house dans la forêt d'Orléans. Donc on était en pleine forêt, mais on avait une grande tonnelle sous laquelle travailler, et puis on a passé comme ça 5 jours complets, à étudier l'aquarelle et puis à peindre avec. Il y avait 8 participantes, il y en avait 10 normalement, puis malheureusement il y en a 2 personnes qui au dernier moment ont eu des indisponibilités, mais on était 8, un groupe de femmes. Super, de tous les niveaux. Il y a des personnes qui suivaient déjà mes cours, qui avaient déjà suivi d'autres cours ailleurs, d'autres au contraire qui avaient plus tenu un pinceau depuis le lycée. Il y avait même une maman, Fabienne, qui était venue avec sa fille Juliette, qui avait 12 ans et qui a participé au stage exactement comme les adultes. Et du coup, c'était vraiment génial. On était plusieurs générations rassemblées, toutes avec ce plaisir et ce désir de peindre. Bon, moi, évidemment, j'ai pas peint beaucoup pendant cette semaine, mais mon énergie d'amour pour la peinture était quand même présente. Et puis voilà, donc j'ai accompagné pendant tout ce temps-là ces 5 personnes. C'était un moment vraiment, je pense que de toute l'année 2023 pour l'instant, c'est vraiment dans mon top 3, mais large, quoi, vraiment. Ouais. C'est vraiment un moment extraordinaire, et du coup, on a décidé avec Parenthèse de recommencer l'année prochaine, mais les places se sont remplies en 1 semaine, je crois. Enfin, le temps qu'elles me disent: «Hey, on met en ligne», et peu de temps après, elles m'ont dit: «Hey, c'est complet». Donc voilà. Et du coup, je suis en train d'essayer de me renseigner pour en organiser d'autres à d'autres endroits, parce que je dois dire que c'est vrai que c'est un format qui comment dire ça? Je pense que quand on a envie d'apprendre une discipline artistique, on peut difficilement se faire un plus beau cadeau que de s'offrir 1 semaine d'immersion complète dans cette discipline, quoi. C'est-à-dire qu'il y a évidemment, alors déjà, je pense l'aspect on sort de son quotidien, un peu comme les vacances. Enfin, on sort de son quotidien, on part, mais
pour ce qui est de la pratique artistique, moi, c'est ça quand même qui m'intéresse le plus. Le fait de se plonger à 100% dans quelque chose pendant une période qui est avec des temps consécutifs, enfin, des temps suivis, contrairement aux petits temps morcelés de la vie habituelle où on arrive à caser par-ci par-là 1 heure, une demi-heure, 2 heures, dans le meilleur des cas, etc. Je pense que ça... comment dire ça? J'ai l'impression que c'est là qu'on peut rencontrer l'aquarelle, par exemple. C'est quand on se met à peindre plus de 2 heures à d'affilée qu'on commence à être dans un état d'esprit, dans quelque chose qui, moi, je trouve, est un petit peu comme l'essence de pourquoi on le fait. Je veux dire, quand on contacte cet espace-temps, ça fait un peu you-you de dire ça, mais quand on se met dans cette bulle-là et qu'on arrive à y être, on atteint à quelque chose qui est encore plus profond et nourrissant que quand on a 1 heure à consacrer par-ci par-là, ce qui évidemment est le cas de tout le monde. Hein. Moi-même, j'ai beaucoup de mal à consacrer du temps à ma pratique artistique pure parce que j'ai toujours plein d'autres choses à faire et même si j'ai décidé de mettre ça au cœur de ma vie, c'est pas toujours facile. Donc je sais bien à quel point quand on a peu de temps, on consacre le temps qu'on a. Mais voilà, du coup, de pouvoir s'offrir de temps en temps un moment comme ça. Moi, en sortant de cette retraite, le premier truc que je me suis dit, c'est il faut absolument que je m'offre aussi, moi, une retraite d'aquarelle botanique avec un artiste que j'aime et pouvoir, moi, me laisser porter et juste avoir une semaine à faire que peindre, quoi. Truc qui m'arrive jamais. Ouais, non, mais donc, je crois que tu as tout dit en disant c'était un beau cadeau que les personnes se sont faites. C'est génial, quoi. Ah ouais, c'était... Puis bon, là, c'était dans un cadre en plus qui était délicieux. Et puis on a eu une semaine fabuleuse, quoi. On était dehors, il n'y avait pas de vent, il faisait chaud, mais pas trop chaud. Enfin, c'était vraiment la semaine... tu peux pas imaginer plus parfait. Là, vraiment, je me suis dit, bon, peut-être que pour ma première retraite, j'ai eu le droit à ce qui peut se faire de mieux, quoi. Peut-être que... voilà, mais c'était vraiment bien. Puis tout le monde c'était que des personnes passionnantes. C'était un plaisir de rencontrer. Il y a ça aussi, il y a que on a la chance dans ce cas-là de se rencontrer en fait. Ce qui arrive moins facilement à l'occasion d'un atelier de 3 heures par exemple, où on passe 3 heures très intenses ensemble parce que les ateliers que je donne, ils sont quand même vraiment intenses. Il y a tellement de choses que je veux faire passer que mais ça passe très vite. Mais du coup, quand on a un petit peu plus de temps, quand on prend les repas ensemble, tout ça, c'est autre chose qui se crée forcément, quoi. Ouais, c'est clair, il y a un lien bien plus fort. Et c'est, oui, peut-être le moment aussi de confidence de part et d'autre. Et c'est ça qui est... Mais enfin, moi, c'est ce que j'adore avec le podcast, c'est les rencontres, finalement. Exactement. Ça, ouais. Exactement, oui. Tu as utilisé un adjectif qui m'a fait tilt. Tu as parlé d'une semaine fabuleuse. Et donc, tu as passé aussi une semaine fabuleuse de tournée. Tu as carrément fait une tournée. Alors, qu'est-ce qui c'était quoi ce projet? Eh bien, c'était génial. Ça, tu évoques les 2 moments les plus géniaux de l'année, quoi. Donc, super. La retraite d'aquarelle et ça, alors, c'est donc les Fabuleuses au foyer qui m'ont contactée. Les Fabuleuses au foyer, pour celles et ceux d'entre vous qui connaissent pas, je sais pas si je vais bien le résumer, mais c'est un programme d'accompagnement qui s'adresse aux mamans qui se sentent débordées dans leur vie de parents et dans leur vie tout court. Et ce programme d'accompagnement se propose de les aider à sortir de l'ornière et à retrouver une vie de maman épanouie. Et c'est un programme qui cartonne, si je dis pas de bêtises, elles sont 4000 dans le village. Ça s'appelle le village, en fait, ce programme d'accompagnement. Et donc, elles sont 4000 fabuleuses à faire partie de ce programme et j'ai l'impression que vraiment ça a un succès énorme et puis là du coup j'en ai rencontré certaines donc je vois le sentiment que ça m'a apporté, c'est que c'était effectivement un lieu vraiment très précieux pour les personnes qui y participent et qui s'y engagent et voilà. Et donc j'ai été invitée dans ce cadre-là. Moi, je ne connaissais pas le contenu de ce qui se passe dans les Fabuleuses au foyer, mais j'ai été invitée parce que ils organisaient une soirée destinée aux personnes qui étaient abonnées depuis plus de 2 ans au programme. Et dans ce cadre-là, ils avaient défini pour thème la créativité. Et dans ce cadre-là, ils m'ont contactée pour me demander si j'étais d'accord pour faire une conférence sur le thème de la créativité. Donc, c'est ce que j'ai fait.
pendant ces 4 jours. C'était une conférence de 3 quarts d'heure sur la créativité. Alors moi, j'avais développé les thèmes de la création, où est-ce qu'elle est et où est-ce qu'elle n'est pas, essayer de redéfinir un peu ce qu'est la créativité, la création. Et ensuite, je partageais mon propre cheminement créatif. En fait, j'avais aussi envie de raconter ce qui se passe entre l'idée et la peinture une fois qu'elle est, ou le livre, enfin en tout cas, la création. Et à travers ce chemin, j'avais envie surtout de raconter tous les écueils et tous les pièges par lesquels je passais, et aussi raconter tout l'inconfort, tous les doutes, tous les moments où on a envie d'abandonner, parce que je pense que mon idée de ce que j'avais vraiment envie de transmettre, c'était que l'idée selon laquelle créer, c'est son moment de relaxation à soi. C'est pas vraiment ça la création. La création, c'est pas du tout relaxant. C'est plein de doutes, c'est plein de questionnements, c'est plein de tentatives qui ne donnent rien. C'est plein d'espoirs, de choses incroyables qu'on a, qui nous trottent dans la tête et qu'on voudrait amener sur le papier et qui donnent rien du tout. Et que la création n'aboutit que quand on traverse tous ces moments d'inconfort et de difficulté, et que quand on se met à croire que créer, c'est devoir chercher le flow et se sentir bien, et que quelque chose un peu nous arrive comme si ça nous traversait, si on attend ça, en fait, on peut attendre longtemps, il se passera jamais rien et on créera jamais rien. Et du coup, voilà, j'avais envie d'axer un peu les choses sur essayer de démystifier la création, l'acte créatif, et de le ramener à ce que c'est, à savoir quand on dessine, ma rose que je veux dessiner, où est-ce que je la mets sur la feuille, à droite, à gauche, au centre, est-ce que je choisis une lumière crue, douce, tati, tata, pourquoi? Et rappeler que créer quelque chose, c'est ça en fait, c'est pas autre chose que de prendre des décisions et de faire avec nos connaissances et nos compétences pour essayer d'amener dans la réalité ce qu'on a dans la tête, mais que on est limité par tout, par le fait qu'on est des humains, par nos compétences, par notre état d'esprit, par nos croyances, par tout ça. Et le temps voilà. aussi. Donc j'essayais, oui, le temps dont on dispose. Enfin, voilà, j'essayais de. C'était ça le thème. C'était essayer de démystifier la création en espérant que ça aide à s'y mettre. Oui, d'accord. Et donc, tu as fait un petit tour de France. Tu as fait 4 dates. Alors, on a fait... c'était 4 dates. C'était 4 dates. On a fait Bordeaux, Nantes, Paris et Lyon. Bon, tu vois, j'étais pas loin dans mon tour de France. Ouais, c'était vraiment super. Ouais. Et alors, les projets pour les mois à venir, quelles vont être les 3 choses dans ton top 3 2020, enfin, ou la troisième activité dans ton top 3 2023 ou 2024? Je pense que là, pour les gros moments forts de l'année, je pense que là, c'était les deux grands moments. Il n'y a pas d'autres projets dans les cartons, mais il y a des choses. Alors moi, au point de vue personnel, qui se passent, qui sont super. Pour la première fois, j'ai été contactée par une entreprise qui veut faire appel à moi pour mon travail d'illustration. Donc ça, c'est la première chose. Cette année, j'ai vendu, l'air de rien, pas mal d'aquarelles sans les avoir mises en vente. En fait, c'est des personnes qui sont revenues vers moi en me disant « Ah, moi, j'aimerais bien t'acheter ça. Est-ce que tu me le vendrais ?» Donc, l'air de rien, petit à petit, j'ai essayé. Et c'est bien parce que, du coup, j'ai créé mon statut d'artiste-auteur il n'y a pas très longtemps. Et donc, ça va être, je pense, au cœur des mois qui viennent. Pour moi, ça va être d'installer toute cette partie-là, en fait, qui est au cœur de ma vie depuis des années, mais qui est pas forcément visible parce que pour l'instant, voilà, il n'y a pas d'endroit où on peut me commander des illustrations, il n'y a pas d'endroit où on peut acheter mon travail si on me l'a pas demandé au préalable. Donc ça, j'ai envie de créer ça, et puis aussi de lancer vraiment ça. Moi, vraiment, mon souhait dans les années qui viennent, c'est d'essayer de faire en sorte que mon revenu, si on reparle d'argent, qu'une bonne partie de mon revenu, ce soit mon revenu artistique stricto sensu, c'est-à-dire le fruit des peintures que des personnes pourraient avoir envie de m'acheter, ou des reproductions. Donc ça va être ça. Je vais terminer mon diplôme cette année parce que donc j'étais après le diplôme, le certificat que j'étais en train de faire quand on s'était parlé. À la suite de ça, je me suis engagée pour une autre. C'est pas une formation. En réalité, c'est pas une formation, parce que c'est un programme qu'ils appellent
le diplôme à distance, mais en réalité, il n'y a pas de cours. Il y a personne qui te dit à aucun moment, voilà ce qu'il faut que tu fasses et voilà l'exercice pour apprendre à le faire. C'est une suite de consignes. Il y a 12 consignes et puis qui sont supposées te faire sortir un petit peu de tes limites, quoi, de te pousser un petit peu dans tes retranchements. Et ça, c'est un programme qui dure 27 mois. Et l'année dernière, j'ai demandé une pause d'1 an parce que j'avais trop de choses à faire. En fait, j'étais vraiment débordée par toutes les choses sur lesquelles j'étais engagée. Et donc, je le termine cette année. Donc, normalement, en principe, en juin ou mai prochain, je serai diplômée de la Société des artistes botaniques. Ce serait enfin, peut-être que je ne le serai pas, mais je serais quand même étonnée de ne pas avoir au moins mon diplôme. Après, le vrai enjeu, je pense, ce sera plutôt de savoir si j'arrive à décrocher une mention. D'accord. Mais donc, il y a ça. Et du coup, ça va m'occuper beaucoup pendant les prochains mois. Et puis, l'air de rien, je vais fêter les 3 ans du club d'aquarelle que donc j'ai lancé en février 2021. Et je pense que je vais y appliquer des changements qui sont quand même importants. J'ai envie de m'appuyer sur les 3 années qui viennent de s'écouler pour amener les choses j'allais dire plus loin, mais c'est pas forcément plus loin, c'est juste l'étape d'après en fait. C'est l'étape d'après. Donc je pense que je vais passer aussi pas mal de temps à réfléchir à l'étape d'après. J'ai déjà commencé, j'ai déjà des projets, je vois déjà un petit peu comment les choses vont être faites parce que l'air de rien, quand j'ai commencé, j'étais une enseignante débutante. J'avais donc mon enseignement en 3 ans, il a beaucoup bougé. Il y a des choses qui me paraissaient très pertinentes il y a 3 ans qui me semblent moins aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses que j'aurais envie de réexpliquer aussi, tout simplement. Je pense que mon cours, il va être question de le retourner, de refaire les choses. Donc, tu vois, ça fait que les 6-8 prochains mois sont déjà bien occupés. Ouais, je sais déjà à peu près comment je vais m'occuper dans les mois qui viennent. Ouais. Et le fait de vendre désormais tes illustrations, donc je pense pas pour un travail parce que là quand tu dis qu'il y a une entreprise qui t'a sollicité pour l'illustration, c'était sur du packaging ou de l'édition ou quelque chose comme ça? Oui, exactement. Ouais. C'était pour un projet d'entreprise. Enfin, tu vois, donc là c'est une commande. C'est vraiment voilà. De la commande. Et donc sur les œuvres que toi tu crées donc potentiellement les vendre derrière, il y a toute cette question de la cotation des artistes derrière que je maîtrise absolument pas. Mais ça, est-ce que c'est pareil? C'est des choses que tu commences un petit peu à creuser? Parce que je crois que c'est pas simplement... il faut arriver à se faire représenter par une galerie. Est-ce que toi, t'en sais plus? Alors, pour être tout à fait honnête, je me suis pas trop préoccupée de ça pour l'instant. Je me dis, mon plan, alors peut-être qu'il est pas bon, je veux pas du tout donner de conseils, je me dis, pour l'instant, je vois qu'il y a des gens qui, quand ils voient mon travail, se disent « j'ai envie de l'acheter, combien tu le vends ? Ok, c'est un tarif qui me va ou pas. » Mais voilà. Donc, pour l'instant, je suis pas allée plus loin que ça. J'ai observé, en effet, un petit peu. J'ai commencé un petit peu à comprendre le système des cotations, mais si j'ai bien... Enfin, bon, j'ose pas en parler parce que j'ai peur de dire des bêtises énormes. Et même si je commence en disant « je veux pas dire de bêtises, mais », ça ferait quand même que potentiellement, je pourrais partager des informations complètement à côté de la plaque. Donc, bon, je me suis pas, je me renseigne là-dessus, mais c'est vrai que pour l'instant, je dois dire que je compte un peu plus sur mes forces propres. Je me dis plus, il y a des gens qui suivent mon travail depuis des années, peut-être que ça va leur parler, et si ça leur parle, où est-ce que ça nous emmène? Et puis ensuite, on verra après. Tu vois, si déjà, moi, j'ai créé ma boutique en ligne, que je vois comment c'est reçu, qu'est-ce qui se passe. J'ai vu qu'il y avait aussi des galeries en ligne. Enfin, je vois bien qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais je me dis, on peut pas avoir la big picture, tu vois, d'un seul coup. Moi, je vois comment les choses pourraient se dérouler de mon petit angle à moi pour l'instant. Donc, je vais commencer par ça. Et puis ensuite, bien sûr, oui, j'essaierai de voir un petit peu plus large. Et puis, le domaine de l'art botanique, c'est quand même un domaine un peu spécial. C'est vraiment super niche. Je pense que si dans le monde entier, on est 3000 artistes professionnels, c'est le bout du monde. Mais vraiment, le bout du monde.
Et il y a beaucoup des systèmes d'exposition, de florilège, de publications dans des magazines spécialisés, mais c'est vraiment des trucs de geek, quoi. C'est vraiment des trucs qui sont pas du tout grand public. Moi, ça me plaît assez. Je dois dire que j'ai pas le côté un peu secret, quoi, le truc qui est pas connu de grand monde. Oui, mais reconnaissance entre pairs. Exactement. Moi, ça, c'est quelque chose qui me convient vraiment tout à fait, tout à fait. Donc, il y a aussi tout ça qui est à explorer, que j'explore un petit peu de loin, quoi. Voilà. Je me dis, je commence quand même à regarder, par exemple, les expositions, essayer de présenter des tableaux qui sont... Alors, le système, c'est tu présentes des œuvres et elles sont sélectionnées par un jury et retenues ou pas. Alors, t'en as où apparemment, on sait bien que t'es jamais accepté la première année. Il faut vraiment que tu fasses... tu montes patte blanche 3-4 années de suite pour pouvoir ensuite être exposé. Mais c'est ça, quoi. C'est bon, puis aussi, c'est l'art botanique. Il y a quelque chose qui est quand même... Il y a un côté un petit peu... comment dire ça? Donc, il y a une longue tradition derrière qui font que tu as quand même des usages qui datent un petit peu, mais bon, auxquels tu t'habitues parce que bon, c'est comme ça, quoi. Mais tu as aussi pas mal de traditions qui peuvent aujourd'hui paraître un petit peu dépassées par nos modes de vie hyper connectés et tout, mais ça fait du bien aussi, je trouve, d'être dans un domaine qui paraît un petit peu sans âge, tu vois, qui semble ne pas tout à fait appartenir à notre monde moderne. Moi, ça me va très, très bien. Retiré dans ta Bretagne profonde. Exactement. Ok, et génial. Alors, je me souviens plus de ta réponse à cette question-là, et c'est une question que je pose plus tellement, mais donc tu vas y avoir droit. Et là, tu as peur. De quoi tu es la plus fière? De quoi je suis la plus fière? Alors pas facile. Ah non. Non, parce qu'en plus, très franchement, je pense que les choses qui me viennent en tête quand tu me poses une question comme de quoi es-tu la plus fière, c'est pas du tout des choses en lien avec la vie professionnelle, quoi. Pas du tout. Enfin, c'est des choses qui sont vraiment beaucoup plus de l'ordre familial ou intime. Tu vois, ça va être quand je sens que je sais pas, on arrive à créer des liens ou garder des liens avec, tu vois, quand on prend soin des gens qu'on aime. Enfin, vraiment, je crois pas. Je sais pas comment dire. Tu vois, ma notion de fierté liée aux événements du lien et de l'amour qui nous unit les uns avec les autres me paraissent tellement plus au-dessus que j'ai du mal à dire le mot fierté pour des choses professionnelles. Voilà, je sais pas si c'est clair, mais néanmoins, s'il fallait trouver quelque chose, je sais pas ce que ce serait. Je peux pas dire que j'éprouve vraiment de la fierté dans mon... il peut m'arriver d'être contente, tu vois, d'éprouver de la joie, d'éprouver... tu vois, genre quand je te parle de la retraite, je me sens tu sais, toute remplie du plaisir que c'était à l'animer, de la joie que c'était d'accompagner des personnes dans l'aquarelle. Peut-être que dans l'enseignement, la fierté qu'on retire toujours, c'est quand on parvient à communiquer quelque chose à ses élèves, tu vois. C'est quand on sent quand on a la preuve qu'on parvient à les accompagner parce que soit parce qu'ils se mettent à adorer l'art botanique et qu'ils avancent, soit parce que ils commencent le cours en se disant ça j'y arriverai jamais, c'est trop dur pour moi, puis qu'à la fin ils partent avec des étoiles dans les yeux. Enfin, la fierté, elle est là, mais tu vois, elle est pas tellement. Enfin, c'est encore en lien avec les choses. Avec les autres, avec les rencontres. C'est ça. Et pourtant, Dieu sait que j'aime peindre et que je me sens très très privilégiée et chanceuse de pouvoir le faire et que il m'arrive d'être, par exemple, la semaine dernière, j'ai peint une framboise. Franchement, j'étais trop contente de moi, quoi. Je la trouvais trop belle. Maintenant, alors, une semaine après, je la trouve pas si terrible et je me dis, bon, franchement, c'était un peu emballé. Mais sur le coup, j'étais contente, mais fière, c'est pas vraiment ça. Tu vois, c'est pas vraiment un sentiment que j'éprouve. Ok, très bien. Eh ben, écoute, mille merci, Anne-Solange. J'essaye de réduire la durée des épisodes, donc on ne fera pas 2 heures aujourd'hui, je suis désolée. En tout cas, ce sera l'occasion d'un 3e échange plus tard. Merci, vraiment merci à toi. C'est parfait. Je pense que déjà 52 minutes, ça me paraît être honorable. Surtout si toi, tu dois aller monter derrière et tout ça. J'ose pas imaginer le travail que ça représente pour toi. Oui, mais c'est comme toi, c'est un plaisir et vraiment ces rencontres me nourrissent beaucoup
Et l'une après l'autre, je pense que c'est pareil pour les personnes qui écoutent, ça, vraiment, c'est, tu vois, inspirant, et tu te remets un petit peu, justement, comment dire, les choses importantes dans le viseur. Tu vois, je sais pas, on est le 10 octobre, il s'est encore passé des choses terribles dans le monde ces derniers jours, et à la fois, ça peut paraître anecdotique finalement de passer 1 heure à parler de création, d'art, etc. Et en fait, on en a plus que jamais besoin, quoi. On a besoin C'est ce que j'allais te dire. de futilité, quoi, et de beau. Moi, très honnêtement, j'ai l'impression au contraire que plus la vie nous expose à des choses difficiles, plus la pratique artistique, par exemple, la pratique d'activités qui peuvent nous permettre de faire de l'espace mental, enfin, je veux dire, de s'exercer à une sorte de méditation, parce que l'aquarelle, c'est ça, hein, je veux dire, au fond, pourquoi est-ce que c'est intéressant de pouvoir peindre plus qu'1 heure d'affilée, et c'est parce que ça permet d'entrer, c'est un mot qui paraît un peu grandiloquent, mais ça permet d'entrer en méditation quand même, c'est ça que ça fait en fait, concrètement, au corps et à l'esprit. Et j'ai le sentiment, au contraire, que dans des périodes comme celle-là, c'est tout sauf superficiel. Ça veut dire qu'au contraire d'être anecdotique, c'est précisément exactement vers des choses comme ça qu'on peut se tourner, et à la fois en tant que pratique pour soi-même, et à la fois, comme tu dis, en tant que possibilité d'être au contact des œuvres et des productions des uns et des autres. Et au contraire, pour moi, ça fait d'autant plus de sens de s'émerveiller devant un tableau, de la musique. Une framboise, parce que, bien sûr, parce que justement, en parallèle de ça, on est exposé à des informations, je pense, qui nous laissent très, très, très démunis, qui nous font nous interroger de manière quand même très profonde sur qui on est en tant qu'espèce humaine, quelle part nous-mêmes, derrière nos écrans, on prend à ces actes qui paraissent très éloignés de nous, et en même temps, on est quand même tous conscients qu'on est reliés d'une manière ou d'une autre, et qu'on n'est pas en dehors de la scène, on fait partie de la scène. Et moi, je trouve que c'est pas du tout... je pense qu'on est une génération très exposée à ces questions-là, et c'est des questions pas du tout évidentes. Donc, ouais, l'art, merci, merci l'art et la création, d'autant plus d'être présent, parce que je pense que c'est un soutien colossal. Ouais, c'est pas une manière de faire l'autruche, c'est un soutien. Pas du tout. Pas du tout. Parfait. Merci beaucoup, Anne-Solange. À bientôt. Merci à toi, Mélanie. Me revoici. Vous pouvez retrouver Anne-Solange sur son site vivre-et-créer.fr et sur Instagram, où elle a 2 comptes, Vive et Créer et Anne-Solange Tardy. De mon côté, vous pouvez me rejoindre sur Insta également, sur mon compte podcast fait main, tout simplement. Et si cet épisode est le premier que vous écoutez, je vous souhaite la bienvenue, et il y en a une bonne centaine d'autres à écouter. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner au podcast sur la plateforme sur laquelle vous écoutez, et c'est 100% gratuit, bien entendu. Et vous pouvez même laisser un avis et ou un commentaire. Ça me donnera un bon coup de pouce pour que le podcast soit encore plus écouté et que je puisse continuer longtemps. Vous pouvez également vous inscrire à ma newsletter sur mon site podcastfaitmain.fr et ainsi être informé des nouveaux épisodes. Et vous trouverez également le lien vers Tipeee, la plateforme de financement participatif que j'utilise pour me soutenir avec un petit don. Merci d'être là, et à très vite pour le prochain épisode. Et n'oubliez pas de toujours prendre un moment dans votre quotidien pour créer. À bientôt!